Bonjour à toutes et toutes. Merci d'être avec nous en cet après-midi. Le pôle santé Aïssa ONG International est heureux d'être avec vous et en compagnie des jeunes de Aïssa ONG. Ce pôle hygiène et santé est né en 2013 lors de la préparation du Congrès international féminin pour une culture de paix, parole aux femmes. Il a pour mission de garantir la sécurité sanitaire et médicale des événements de l'ONG et d'intervenir sur différentes thématiques lors des congrès régulièrement organisés. Il est constitué à ce jour de 18 membres et prépare actuellement un programme qui se déroulera sur 6 mois d'exposition dans le pavillon de la paix au Floriade 2022 à Almer, aux Pays-Bas. Aïssa ONG existe depuis 2014, reconnue par l'ONU. Elle est née de l'évolution de l'association Internat Soufi Alawiya qui existe, elle, depuis 2001. L'objectif principal de l'ONG est de contribuer à l'émergence d'une société du vivre ensemble en paix et de promouvoir une culture et une pédagogie de paix. Elle a œuvré activement pour fonder la Journée internationale du vivre ensemble en paix, dont la résolution a été adoptée le 8 décembre 2017 à l'ONU à l'unanimité des 193 pays membres. Cette journée, fêtée tous les 16 mai, est à ce jour à sa 4e année de célébration. Faire ensemble les uns avec les autres, se rassembler sans se ressembler et tisser les liens de réconciliation de la famille humaine avec elle-même. Le sujet de ce jour qui nous a réunis est celui du chemin intérieur qui nous amène à s'approcher de notre paix individuelle. La paix dans notre cœur et dans notre conscience se cultive avec nous et avec les autres. Le docteur Seydan Abdelrani mènera cette rencontre à travers un déroulé qui sera comme un premier pas sur le chemin. Coopération, solidarité, connaissances partagées, interaction, passer d'une culture du jeu au nous, tant de valeurs et d'intentions qui nous animent et donnent sens à imaginer avec la jeunesse les villes vertes de demain. Nous remercions infiniment les acteurs qui ont apporté toutes leurs compétences pour permettre la dynamique créatrice de ce webinaire. Je vais sans tarder donner la parole à Abdelrani, médecin interniste, master en sciences de la santé publique, finalité, gestion et établissement des soins, membre du groupe de recherche FAGE et membre du pôle santé Aïssa ONG. Vous êtes invité à suivre les échanges dans la traduction qui vous convient, anglais, espagnol ou arabe, dans l'onglet traduction, avec nos remerciements aux traducteurs de Aïssa ONG pour leur présence, ainsi que l'équipe technique du WebGEMA. Belle écoute à toutes et à tous, chers participants et participantes, et nous vous souhaitons un agréable moment ensemble et heureux de prendre vos questions dans la conversation écrite, dans un échange libre en fin de webinaire. À tout à l'heure, Salam. Merci Salima. Bismillah. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier les jeunes présents aujourd'hui avec nous pour leur participation et pour avoir accepté de jouer le jeu dans ce webinaire. Et j'espère, Inch'Allah, que le contenu de ce webinaire va leur servir dans leur vie de tous les jours. J'espère que ça va leur améliorer donc leur relation avec les amis, avec leurs copains, avec leurs collègues. Et donc, ça va leur donner la joie dans leur vie. Nous fêtons cette année la 4e édition de la JVEP, la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Mais au-delà de la fête, l'objectif est de réaliser ce vivre ensemble en paix que le cheikh Khaled Bentounes ne définit pas uniquement par une absence de conflit ou de guerre, mais par un état de paix intérieur. Le cheikh dit
dans le livre Les 365 sagesses soufis que chacun ou chacune de nous puisse trouver la paix dans son cœur et dans sa conscience, que cette paix puisse habiter notre intérieur pour qu'elle se manifeste à travers nos actes et nos paroles. Donc, on voit bien que le cheikh insiste beaucoup sur cette paix intérieure, sur cette paix de cœur. Mais la question qui se pose tout de suite à nous, c'est comment obtenir cet état de paix intérieure dont nous parle le cheikh. Alors, c'est vrai que j'ai nommé ce webinaire « Un chemin intérieur pour réaliser le vivre ensemble en paix », et je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'est pas en sortant de ce webinaire que vous allez retrouver la paix en vous. Seulement, j'espère que ça sera un début d'une série de webinaires sur l'apport de la psychologie dans la connaissance du fonctionnement de notre moi. Car je reste persuadé que cette connaissance va nous débroussailler ce champ du moi et par conséquent nous rendre plus aptes à expérimenter le vivre ensemble en paix. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du phénomène de la projection en psychologie et ce qu'on appelle l'art de rejeter la faute sur l'autre. Un sujet que je pense très intéressant dans nos relations du quotidien. Alors, pour commencer, on va écouter une histoire qui a été racontée par le docteur Thierry Janssen, qui est un psychothérapeute et que j'admire beaucoup. Alors, l'histoire tourne autour d'Amandine. Amandine est une jolie et jeune femme, sculpteur, assez originale, qui vit seule depuis qu'elle a quitté son mari parce que, dit-elle, ce dernier ne l'a jamais comprise. Donc, c'était le motif de divorce. Elle pense qu'elle n'a jamais été comprise. Un matin, Amandine se réveille de très bonne humeur. Elle vient de terminer une sculpture dont elle est assez fière. Et lorsqu'elle se contemple devant le miroir de sa salle de bain, ce matin-là, elle se trouve fort jolie. Ses longs cheveux noirs et ses grands yeux bruns lui paraissent briller d'un éclat tout particulier. Elle choisit une robe et sort de chez elle, le pas léger, en direction de la boulangerie. Et c'est alors qu'elle aperçoit un grand homme blond aux yeux bruns. En un éclair, son regard vert étincelle. Elle trouve très séduisant l'inconnu qu'elle vient de croiser. En fait, c'est exactement son type d'homme et elle dit « Je suis certaine qu'il m'a trouvé superbe ». D'un bond, elle fait demi-tour, presse le pas, rejoint l'inconnu et l'interpelle. « Excuse-moi, il m'a semblé que nous nous sommes appréciés à travers nos regards », ose-t-elle en affichant un grand sourire. L'homme fait un pas en arrière et d'un air à la fois timide et ébahi, répond « Je ne vous ai pas remarqué, excusez-moi ». Alors Amandine, rouge de honte ou de colère, baisse les yeux, bafouille quelques mots et reprend sa marche en direction de la boulangerie. Et elle se dit, à l'intérieur d'elle-même, ce type doit être un frustré, un timide, qui n'a pas osé m'avouer qu'il m'avait trouvée très jolie. Quelques jours plus tard, Amandine se réveille avec un grand bouton sur le front. Ce matin-là, elle ne s'attarde pas dans la salle de bain, elle enfile une robe grise et sort chercher du pain la tête basse. Il y a du monde chez le boulanger. Derrière elle, un blond aux yeux bleus attend son tour dans la queue. L'homme fixe Amandine avec insistance. « Pas mal, pense-t-elle, mais ce n'est pas le jour. Je suis hideuse avec ce bouton sur le front. » À sa sortie de la boulangerie, Amandine croise le regard de l'homme blanc. Intriguée, elle décide de tenter une petite expérience. Elle attend à la porte du magasin et apostrophe l'homme blanc qui sort, les bras chargés de pain et de gâteaux.
Excuse-moi, pouvez-vous me dire pourquoi vous m'avez dévisagé avec tant d'insistance? Tout simplement parce que je vous trouve très jolie, répond l'homme. Amandine hausse les épaules et plante là l'inconnu. Je suis sûre que ce type est un vicieux, se dit-elle. D'ailleurs, à voir tous les pains et les gâteaux qu'il a achetés, il est certainement père d'une famille nombreuse. Et puis, il a dû remarquer mon bouton sur le front. Il n'a pas pu me trouver jolie. C'est donc un menteur en plus. L'histoire se termine et maintenant on va analyser ensemble ce qui s'est passé dans la tête de Amandine. À aucun moment de ces deux rencontres, Amandine ne s'est tout simplement demandé si ces deux hommes avaient dit la vérité. À deux reprises, la jeune femme a projeté la vision qu'elle a d'elle-même dans le regard de ses interlocuteurs. Si elle se trouve jolie, elle imagine que le grand blanc aux yeux bruns la trouve jolie également. Elle ne peut même pas imaginer qu'il ne l'ait pas remarqué, quoi qu'il en dise. Par contre, lorsqu'elle se trouve défigurée par un bouton, elle refuse de croire que l'homme de la boulangerie puisse la trouver jolie, quoi qu'il puisse dire. Prisonnière de son intellect, Amandine en vient même à se persuader que l'inconnu de la boulangerie est un vicieux menteur, père de famille, indigne, qui ose draguer les jeunes femmes en faisant ses courses. Donc Amandine projette l'image qu'elle a d'elle-même, l'identité qu'elle se perçoit d'avoir en fonction de ses critères de beauté. Elle est incapable de tenir compte d'une autre réalité. Et très souvent, nous ressemblons à Amandine. Nous voyons, ou du moins nous croyons voir, dans le regard des autres, ce que nous pensons en nous. Et ce, sans nous douter un instant que c'est seulement ce que nous pensons. Ce faisant, nous nous livrons à l'une des activités favorites de notre intellect, qui est la projection. Et l'on comprend que l'on puisse s'interroger sur la conclusion que Amandine a tirée de sa vie en couple avec son mari, qui, selon elle, selon elle, ne l'avait pas comprise. Alors maintenant, étudions les conséquences néfastes que peuvent induire la projection. Imaginons maintenant que l'homme blanc rencontré sur le trottoir le jour où Amandine se trouve très jolie, lui dise que lui aussi la trouve très jolie. Comment Amandine pourrait-elle être sûre que cet homme ne lui mente pas par politesse? C'est impossible. Pourtant, Amandine le croirait sans doute, car elle a envie de croire à ce qu'elle croit déjà, à savoir qu'elle est jolie. Nous pouvons faire la même expérience de pensée à propos de l'homme de la boulangerie. Le jour où Amandine se trouve enlaidie par un bouton sur le visage, surpris et gêné par la question de Amandine, celui-ci pourrait répondre qu'il ne l'a pas réellement remarqué et que son regard ne la fixait pas intentionnellement. Amandine l'aurait peut-être cru, soulagée que l'homme n'ait pas fait attention à elle, un jour où sa beauté n'était pas à son avantage. Ainsi, elle serait restée persuadée de son enlaidissement. Vous voyez, nous avons tendance à vivre dans une réalité étriquée. Nous ne pourrons jamais savoir avec certitude ce que les autres pensent. Nous devons donc commencer par être conscients de ce que nous pensons en tenant compte de notre fâcheuse propension à croire que les autres pensent la même chose que nous. Nous voyons que les projections arrivent aussi bien avec des expériences négatives qu'avec des émotions positives. Et à travers cette histoire, nous découvrons que nous avons une tendance à dénoncer chez les autres les caractéristiques que nous jugeons négatives, et selon le même principe,
Nous adorons volontiers chez autrui les caractéristiques que nous aimerions posséder ou développer nous-mêmes. On ne peut se voir qu'en se regardant dans un miroir. Ceci est vrai pour l'aspect extérieur, mais pour l'aspect intérieur, on peut se voir en notant ce que l'on remarque chez les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Salima? Oui, je crois que Inès a une question à poser. Inès, à toi la parole. Oui, vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, alors j'aimerais savoir, quand j'aime un ou une amie pour ses qualités positives, est-ce que ça aussi c'est une projection? Bien sûr, Inès, notre réalité intérieure est retranscrite sans filtre au monde extérieur. Construisons alors la vérité extérieure avec nos propres caractéristiques personnelles. Ainsi, l'autre devient notre miroir et le défaut ou la qualité que nous percevons chez les autres se trouve en réalité en nous. Repensez à cette époque où nous étions fous amoureux de quelqu'un. Pour la psychologie, d'une certaine façon et quasiment inconsciemment, nous avons attribué à cette personne des qualités et des vertus qui ne correspondaient pas tout à fait à la réalité. Nous avons un peu exagéré sa bonté, sa préoccupation, son succès, ses attributs, dans un halo de perfection que nous-mêmes projections sur lui ou sur elle. Pour la psychologie, l'amour est parfois un contexte très propice pour développer cette projection psychologique. Camille, je crois que tu as une question sur ce sujet. Oui, merci Salim de m'avoir donné cette chance de poser la question. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi cette projection et à quoi sert-elle vraiment? Oui, Camille. La projection révèle une peur de nous-mêmes. La plupart d'entre nous sont si déconnectés de cette peur que nous ne pouvons la voir que par le reflet sur l'autre. Elle contient ces aspects sombres qu'on appelle en psychologie l'ombre. Au début, on est dans le déni, on cache notre ombre. Ensuite s'installe la culpabilité et la honte. Et vient en troisième étape le jugement. Nous jugeons inacceptable pour notre famille, nos amis et encore plus pour nous-mêmes. Et le fait de commencer à se juger soi-même est trop douloureux, ce qui va nous entraîner à chercher un coupable. Et ce coupable sera la personne qui sera en face de nous. Tout le monde utilise la projection pour ne pas avoir à examiner ses profondeurs, mais d'une façon inconsciente. Le cadre de la projection est du type « je ne peux pas admettre ce que je ressens ». Donc, je vais le projeter sur vous et imaginer que c'est vous qui le ressentez. Si vous êtes bien avec vous-même, vous ne considérez personne comme mauvais. Voilà. Je crois qu'il y a une question à ce sujet. Taouba, je te donne la parole. Oui, j'ai remarqué que tu as employé le mot ombre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'ombre? Bien sûr, Toba. Pour le grand psychologue suisse Carl Gustav Jung, l'ombre correspond à la personne que nous préférions ne pas être. Ça commence par l'instituteur qui nous a traités d'idiots, la petite frappe qui nous a persécutés. Ensuite, c'est le premier amour qui nous a abandonnés. Nous avons caché ces moments de douleur et de honte qui ont figé ces émotions dans notre ombre. C'est l'origine des peurs inexprimées. Notre ombre est faite d'émotions, de pensées et de pulsions que nous refusons parce qu'elles sont douloureuses, embarrassantes, désagréables. Au lieu de les traiter, nous les enfermons dans un coin de notre psyché, qu'on appelle l'inconscient, ou le sac à déchets, comme l'appelle Thierry Janssen. Un sac invisible que nous portons sur le dos et dans lequel nous mettons tous les aspects de nous-mêmes qui ne sont pas acceptables pour nos proches, pour la société
et le milieu culturel dans lequel on grandit, afin de ne pas avoir à en ressentir le poids ni la honte. En fait, on se conforme à des scénarios préétablis pour être aimé et accepté. Nous avons alors appris à nous couper de la vie et à nous contenter de cette situation. Nous nous sommes identifiés aux aspects de notre caractère que nous pensions le plus acceptable et nous continuons aujourd'hui à jouer ce rôle. Plutôt qu'être, nous devenons la personne que nous pensons devoir être. Nous devenons de grands imposteurs qui nous trompons nous-mêmes et trompons les autres. Nous portons des masques pour cacher notre vrai moi. Donc, c'est une solution que l'intellect utilise pour ne pas souffrir. On est dans la survie et non dans la vie. Le cheikh Sidi Khaled, dans son livre de Thérapie de l'âme, dit « Chaque être humain a quelque part enfoui en lui un point sensible par lequel le thérapeute peut agir sur la maladie. Parfois, il est obligé de passer par un choc émotionnel qui peut réveiller chez le porteur un passé douloureux, chez le patient un passé douloureux qu'il a toujours voulu nier. Il est alors possible de rétablir par ce biais le contact et permettre l'ouverture afin d'aider le patient à ne pas rechuter dans le monde obscur de ses angoisses. » Et il dit plus loin, « La plupart des individus en détresse préféraient se décharger de leurs responsabilités sur autrui ou sur la société tout entière par manque d'amour de soi et de son compréhension de soi ou tout simplement par immaturité, plutôt que de devoir affronter courageusement par eux-mêmes leurs difficultés. » Voilà, Toba. Oui, Sirani, merci. Je crois que Oumaya a une question sur la suite de cet exposé. Oui, j'aimerais savoir s'il est possible de réprimer notre ombre et de la mettre au secret ou alors en silence. Merci, Oumaya, pour cette question. Justement, l'ombre se développe quand nous avons des secrets, c'est-à-dire quand nous dissimulons un ou plusieurs aspects de notre vie. La plupart d'entre nous ont une vie publique que nous montrons aux autres et une vie secrète que nous gardons cachée. Nous avons construit cette dernière pour dissimuler ce dont nous avons honte. Quand on ne fournit pas un exutoire sain à notre partie sombre, ou quand on refuse d'admettre son existence, elle se développe en une force capable de détruire notre vie comme celle de notre proche. Il faut retenir aussi que le déni de notre ombre accentue les oppositions. Par exemple, si nous dénions notre laideur, nous amoindrissons notre beauté. Si nous dénions notre peur, nous minimisons notre courage. Si nous dénions notre avarice, nous réduisons aussi notre générosité. Parce que le mécanisme qui nous pousse à dissimuler nos ombres est le même que celui qui nous a entraînés à cacher notre lumière. En d'autres termes, ce que nous avons caché peut nous donner ce que nous voulons atteindre. Et le cheikh Sidi Khaled, toujours dans son livre Thérapie de l'âme, dit « Tout le potentiel contenu dans nos qualités négatives va venir nourrir et renforcer nos qualités positives une fois qu'on est guéri. » C'est un bel espoir. Et Lamia a une question à ce sujet. Oui, merci Salima. Alors ma question, Salima Arani, ça serait comment est-ce qu'on en est arrivé là? Merci Lamia. Alors pour la psychologie, notre ombre est née quand nous étions enfants. Nous avons tous eu honte à un moment ou à un autre de certains traits de notre caractère. Et nous en avons conclu qu'ils avaient quelque chose de mauvais en nous. Je vous cite des exemples pour bien comprendre cela. Un jour, on nous a dit que nous faisions trop de bruit et au lieu de baisser le ton,
en sachant qu'on pourrait crier plus tard, notre ego fragile a compris que nous devions réprimer notre manière trop bruyante de nous exprimer. Un jour, on nous a accusés d'être égoïstes parce que nous prenions trop de petits gâteaux dans l'assiette. Et au lieu de comprendre qu'il fallait partager, nous avons pensé que notre égoïsme était mauvais. Alors vous allez me dire, oui, tant mieux, parce que l'égoïsme, ce n'est pas une bonne qualité. Mais n'oubliez pas que tant qu'on n'a pas traité le problème, on n'a fait que le dissimuler dans notre sac à déchets. Et donc, on va tôt ou tard le projeter sur l'autre. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, si on ne reconnaît pas notre égoïsme, eh ben, on ne va pas découvrir notre générosité, ou notre altruisme plutôt, notre altruisme, parce que l'opposé de l'égoïsme, c'est l'altruisme. Un autre exemple, un jour, nous avons donné une réponse à l'école et les autres élèves se sont tournés vers nous en éclatant de rire. Et au lieu de rire avec eux, nous avons compris que nous étions stupides et qu'il ne fallait plus jamais en prendre de risques. Donc là aussi, c'est un événement qui va casser notre élan, notre enthousiasme. Et vu que l'enfant a reçu un choc, puisque tous ses amis ont commencé à rigoler de lui, eh ben, il va cacher cette qualité, parce que c'est une qualité, il va la cacher dans son sac à déchets. Donc, le sac de déchets ne sert pas uniquement à cacher les mauvaises choses. Des fois, l'environnement, le milieu culturel dans lequel on vit, nous oblige même à cacher des choses importantes, des choses intéressantes, des choses positives. Quand nous sommes allés à l'école et avons été socialisés dans un cercle plus large, nous avons observé que certains traits de caractère étaient diabolisés, critiqués, n'apportaient ni amour ni acceptation, alors que d'autres attiraient l'attention et étaient appréciés. À partir de ce moment-là, nous nous sommes éloignés de toutes les parties de nous-mêmes qui ne s'inséraient pas dans les standards de la société. Nous avons rejeté de plus en plus d'aspects de nous-mêmes parce qu'ils paraissaient trop osés ou stupides. Plutôt qu'être qui nous sommes réellement, nous devenons la personne que nous pensons devoir être. Tous ces messages négatifs se sont incrustés, ou positifs, se sont incrustés dans notre inconscient comme un virus informatique, dégradant la perception que nous avons de nous-mêmes en occultant les aspects de notre personnalité que les autres trouvent inacceptables. Ainsi, à chaque fois que notre comportement a provoqué une critique ou une punition imméritée, nous nous sommes inconsciemment séparés de notre moi authentique, qui n'est que la fitra dont nous parle la tradition soufie. Et une fois que ces filtres négatifs ont été mis en place, nous nous sommes éloignés progressivement de notre joie de vivre et de notre cœur. Nous avons appris par nos parents, nos professeurs, nos amis et la société que nous devions nous conformer à des scénarios préétablis pour être aimés et acceptés. Nous sommes donc devenus ce que nous pensions être, une version acceptable par les autres. Spirituellement parlant, à chaque rejet d'un caractère, nous avons créé encore plus de séparation à l'intérieur de nous. Et expérience après expérience, nous avons, sans le savoir, construit une forteresse invisible qui est devenue notre faux moi. Cette forteresse limite l'expression de notre vraie personnalité en assombrissant notre essence, masquant souvent notre capacité à percevoir la vérité de ce que nous sommes. Voilà. Yanis, tu avais envie de réagir. Oui, merci. Salam à tous. Donc, ma question, c'est à quoi peut nous servir la compréhension de ce phénomène de la projection psychologique, s'il vous plaît? Oui, merci Yanis. Une fois conscients du miroir que les autres sont pour nous, nous pourrions découvrir qui nous sommes, ou tout au moins qui nous croyons être. Et par conséquent, les autres deviennent le canal par lequel on peut évoluer, s'éveiller, s'améliorer
à condition de ne rien cacher et de ne rien dénier. La visibilité est la clé de l'authenticité. L'authenticité est la porte pour accéder à notre vrai soi, à notre vrai fitra. Comme dit une sagesse, observer en dit plus sur l'observateur que sur ce que l'on observe. Hélas, nous sommes rarement conscients de ce mécanisme de projection et cette inconscience est à l'origine de bien des malentendus. Dans ces situations de conflit et de malentendus, et c'est ce qui nous intéresse dans ce webinaire, la projection psychologique est définie comme un mécanisme de défense par lequel nous attribuons aux autres des sentiments, des pensées, des croyances ou même des actions personnelles inacceptables pour nous. En effet, quand notre mental comprend qu'il existe une menace pour notre intégrité physique et émotionnelle, il émet comme rejet vers l'extérieur toutes nos qualités positives ou négatives, en les attribuant à un objet ou un sujet extérieur à nous-mêmes. Ainsi, en apparence, nous plaçons ces menaces en dehors de nous. C'est a priori compliqué, mais on va donner d'autres exemples. Alors, l'exemple numéro 1, alors je donne un exemple, mais ça peut être, je donne un exemple, mais c'est valable aussi bien pour le genre féminin, pour le genre masculin. Hein. Donc là, j'ai pris le genre féminin, mais c'est valable pour les deux. Votre compagne est une personne peu sûre d'elle et qui a peur de s'engager. Au lieu d'assumer cette réalité, elle commence à vous punir en vous assurant que c'est vous qui ne lui facilitez pas les choses et que vous êtes toujours en train de montrer que vous n'avez pas confiance en elle. En fait, le problème, ce n'est pas vous, c'est elle. En effet, au lieu d'affronter le fait qu'elle ait un problème d'estime de soi et de confiance en soi, elle vous punit en soulignant des choses qui ne sont pas vraies. Elle vous lance à la figure toute sa rage et projette des émotions négatives sur votre personne pour obtenir plusieurs choses. Alors, premièrement, c'est ignorer le problème et rejeter la faute sur les autres. Deuxièmement, se libérer de ce poids intérieur et le faire sortir en heurtant les personnes, malheureusement les plus proches de nous et que nous apprécions le plus. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est toujours les gens les plus proches de nous. Troisièmement, susciter la culpabilité chez les autres pour prouver une nette position de pouvoir. Moi, je n'ai pas de problème, ce sont les autres qui en ont. C'est le monde qui doit bouger autour de moi, pas l'inverse. Et quatrièmement, en interprétant que ce sont les autres qui sont la véritable raison du problème, ces personnes parviennent si bien à déformer la réalité qu'ils finissent par y croire. Voilà. Merci Rani. C'est Hasna qui a une question à te poser à la suite. Oui, bonjour tout le monde. Abdelrani, ma question est la suivante. En analysant psychologiquement la femme, pouvez-vous nous dire pourquoi elle n'a pas confiance en elle? Merci. Oui, Hasna. Alors, au niveau psychologique, nous avons tous été blessés dans notre enfance. Et a priori, cette femme traîne dans sa vie vraisemblablement une blessure d'abandon. Elle a peur de ne pas survivre par soi-même. Elle a toujours besoin de quelqu'un pour lui faire le boulot, car elle manque de confiance en elle et d'estime. Pour continuer à vivre, ces personnes vont porter le masque de l'amour, possession, soumission, qui sera très long à expliquer ici. Et l'exemple qui suit traduit aussi la même blessure avec le même masque de soumission par lequel on cherche un amour protecteur. Ce deuxième exemple, il s'agit de personnes qui subissent des maltraitances physiques et psychologiques et qui continuent de projeter sur leur conjoint une image positive qui va leur servir en fait à s'auto-protéger de la réalité. Alors vous trouverez ces gens-là trouver des fausses excuses à leur conjoint en disant « oui, s'il est jaloux, c'est parce qu'il m'aime ». Ou bien parfois, s'il commet des erreurs, mais ça reste la personne qui se préoccupe le plus de moi.
Donc, nous voyons qu'en fait, nous projetons sur notre entourage notre propre réalité. Nous superposons notre vision projetée de nous-mêmes sur l'image physique de la dite personne. Ainsi, dans une relation entre deux individus, lorsque vous mettez quelqu'un en colère, ce n'est pas ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait qui le pousse vers ce sentiment, mais ce que vous êtes autorisé à dire ou à faire alors que lui-même s'en empêche. Comme l'a défini Carl Gustav Jung, l'ombre correspond à la personne que nous préférions ne pas être. Autrement dit, le membre de notre famille que nous critiquons le plus, la personne politique avec qui nous ne sommes pas d'accord, ou la vedette dont le comportement nous écœure, cela signifie que tout ce qui nous ennuie, nous fait horreur ou nous dégoûte, fait partie intégrante de notre ombre, car il s'agit d'émotions, de pensées et de pulsions qui sont douloureuses, embarrassantes et désagréables. Des problèmes du passé auxquels nous n'avons jamais fait face va se retentir sur notre grandeur, sur notre compassion et sur notre authenticité. Voilà. Et Zacharie a une question à te poser, Sirani. Tu as ton micro fermé, Zacharie. Oui, pardon. Bonjour, je me demandais ce que peut nous proposer la psychologie pour se débarrasser de notre ombre et retrouver tout notre potentiel. Merci Zacharie pour cette question. La psychologie nous recommande d'aller explorer notre ombre, c'est-à-dire dévoiler et récupérer notre moi dans son entièreté, c'est-à-dire notre vraie nature, la fitra. Et à travers le miroir, l'autre devient un partenaire pour notre évolution, pour mieux nous connaître. Le Cheikh Sidi Khaled dit toujours dans son livre Thérapie de l'âme, « Nous avons besoin de la relation aux autres pour développer notre conscience. Nous avons besoin de l'ennemi comme de l'ami, de celui qui nous rejette comme de celui qui nous ouvre les bras. Nous ne pouvons éviter ces relations d'échange, quelle que soit leur nature, entre nous et les autres, afin que ce que nous avons reçu, écoutez bien cela, afin que ce que nous avons reçu puisse exister et faire de nous des individus que nous sommes. » Donc ce travail intérieur n'est pas facile, ça il faut le dire. Il demande du courage, de la persévérance, car la première de nos réactions est le déni. C'est en travaillant sur l'ombre que l'on atteint la plénitude, que l'on fait cesser ses souffrances et que l'on arrête de se voiler la face. C'est une force que l'on ne peut surmonter qu'en la soumettant à la lumière de notre conscience. Et c'est là où le maître soufi Jalal ad-Din Rumi nous donne la plus éclatante illustration à travers cette sagesse. L'homme est un isthme entre la lumière et l'obscurité. En fait, il ne faut pas entrer dans un combat avec notre ombre. On ne gagne jamais la bataille par la répression. Il faut faire preuve d'empathie et l'accepter pour la comprendre et la transcender. Donc, il faut de l'empathie vis-à-vis de notre ombre, il faut accepter qu'on a une ombre, la comprendre et la transcender. Et à ce sujet, Thierry Jensen utilise la formule « tout voir et ne rien juger ». Donc, pour la psychologie, l'ombre n'est ni un problème à résoudre, ni un ennemi à abattre. C'est un champ fertile à cultiver. Et Carl Gustav Jung dit que l'ombre, c'est comme le sparring partner, c'est-à-dire l'adversaire des boxeurs dans l'entraînement, qui est en nous et qui met en évidence nos faiblesses et aiguise nos compétences. C'est à la fois l'enseignant, le formateur et le guide qui nous aide à découvrir notre vraie splendeur. Et là me vient en tête la sagesse du Cheikh Al-Alawi, qui dit « N'abandonne pas ton âme, ne la prends pas en aversion, mais plutôt accompagne-la et interroge-la sur ce qui est en elle. » Nous devons apprendre à donner la permission d'exister à tout ce que nous sommes. Cela veut dire
que nous devons arrêter de nous juger. Nous devons nous pardonner d'être des humains, nous devons nous pardonner d'être imparfaits. Car, comme dit l'adage, ce que tu ne possèdes pas te possède. Et là, permettez-moi de vous rappeler les 3 piliers du disciple dans la tariqa alawiya, sincérité, amour et bienveillance. Mais cette fois, il faut les appliquer avec nous-mêmes avant de les appliquer avec les autres. Spinoza dit à ce sujet, « Ce avec quoi tu ne peux pas être ne te laissera pas être ». Et le Cheikh Sidi Khaled, toujours dans la thérapie de l'âme, dit « Cet enseignement est une éducation de la conscience qui nécessite une certaine maturité et un effort sur soi constant si nous voulons actualiser les potentialités de notre être. » Merci Rani. Il y a une question sur de Nourine, pardon. Excusez-moi. Nourine, je te donne la parole. Merci. Salam, du coup, ma question, c'était le fait que j'aimerais comprendre ce que c'est que la fitra et savoir ce qu'on doit faire, de la haine, de la cupidité, de la trahison, qui font partie de notre fitra. Oui, merci Norine pour cette question. Alors, il y a un verset dans le Coran qui dit « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » et Dieu a appris à Adam tous les noms. Et le Cheikh, dans son livre Thérapie de l'âme, dit ce qu'on appelle fitra, c'est en quelque sorte une graine qui contient à la fois toute l'information, toute la volonté et la capacité de l'être et qui n'a encore rien subi. Et cette graine est déjà là au fond de chacun de nous avant même notre naissance. Nous avons en nous, en fait, toutes les caractéristiques et émotions de l'être humain, actives ou en sommeil, conscientes ou inconscientes en nous. Nous sommes tout, le mauvais comme le bon. Comment savoir ce qu'est le courage sans avoir connu la peur, le bonheur sans la tristesse, la lumière sans les ténèbres? En fait, c'est la dualité de notre être, faite de forces antinomiques, qui crée en nous ces paires de caractéristiques opposées. Toutes les qualités et les défauts que nous observons chez les autres existent en nous. Nous sommes le microcosme du macrocosme. Nous possédons à l'intérieur de la structure de notre ADN l'empreinte de l'ensemble de ces aspects. Quand elle est exposée à la pleine lumière de notre conscience, notre ombre montre la dualité et la vérité de notre personnalité, aussi diabolique que divine, qui se révèlent toutes deux être les ingrédients essentiels d'un être humain authentique. Il faut découvrir, accepter et embrasser la totalité de ce que nous sommes, les différentes parties de notre personnalité, bien et mal, lumière et ténèbres, altruisme et égoïsme, honnêteté et malhonnêteté. Cette plénitude avec l'ensemble de nos caractéristiques est notre marque de naissance, la fitra. Pour l'atteindre, il faut s'examiner honnêtement et dépasser notre mental trop prompt à juger. C'est seulement à ce moment-là que nous obtiendrons un changement de perception et l'ouverture de notre cœur susceptible de changer notre vie. Notre côté sombre est là pour montrer les endroits où nous sommes encore incomplets. Pour arriver à cette plénitude, à cette unité de nous, à cette fitra, nous avons besoin de l'amour, de la compassion et le pardon pour nous-mêmes d'abord, et ce n'est qu'à cette condition qu'on les aura pour les autres. Le Cheikh Sidi Khaled dit, toujours dans Thérapie de l'âme, c'est plutôt notre perception du monde qui va changer, en nous faisant perdre l'habitude de porter des jugements de valeur sur lui et en acceptant d'en assumer les contradictions pour mieux les transcender. La plupart du temps, les jugements que nous portons sur le monde et les hommes sont hâtifs et cruels, oubliant par là même combien nous pouvons être parfois, nous aussi, injustes et ignorants. Il dit plus loin, par conséquent, commençons par être fidèles à nous-mêmes, à notre nature originelle. Je répète, commençons d'abord par être fidèles à nous-mêmes et
et à notre nature originelle. Quand on embrasse son ombre, elle guérit notre cœur et nous ouvre à de nouvelles opportunités, de nouveaux comportements et un nouveau futur. Quand nous projetons la lumière de notre conscience sur notre ombre, sur nos émotions enfouies et nos croyances limitantes, notre vie change. Notre façon de voir les autres et le monde change. Ayant fait face à nos démons internes, nous restons en paix et éprouvons de la compassion face au côté sombre des autres. Nous leur pardonnons, nous ne les jugeons plus et nous abandonnons tout ressentiment. Ainsi, le vivre ensemble en paix se réalise sur des bases solides. Les comportements et les émotions avec lesquels nous n'avons pas encore fait la paix, tant que les comportements et les émotions avec lesquels nous n'avons pas encore fait la paix, ces derniers trouveront un écran pour se projeter. On peut être sûr que cela se produit quand on ressent une émotion forte en présence d'autrui. Explorer nos ténèbres est le seul moyen de comprendre pourquoi nous agissons comme nous agissons, pourquoi nous agissons parfois de manière opposée aux désirs de notre mental, pourquoi nous passons des heures, des jours, des mois ou des années à juger les autres, à ressasser les rancunes qui ne nous apportent que des maux de tête, de cœur ou des maladies. Et là, le Cheikh Sidi Khaled dit aussi dans Thérapie de l'âme, les thérapeutes le savent bien puisqu'ils ont affaire en permanence à des patients qui tombent malades en raison de ce qu'ils cachent ou refusent de s'avouer à eux-mêmes. Notre ombre est toujours reliée à un épisode traumatique ou à plusieurs moments douloureux. Comprendre comment elle s'est formée ouvre la porte à un énorme pouvoir personnel et à une sagesse profonde. Et pour conclure, retenons d'abord qu'il faut abandonner tout désir de vaincre l'ombre, car le côté sombre de l'homme se développe justement dans les guerres, les luttes et les conflits. Dès qu'on aborde la notion de vaincre, on a déjà perdu. On s'est laissé entraîner dans la dualité du bien et du mal et on ne peut plus rien faire pour s'en débarrasser. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la tâche d'être complètement humain signifie de trouver de l'amour et de la compassion pour chacun des aspects de nous-mêmes. À partir du moment où je reconnais pour mien et que j'embrasse un trait de caractère, par exemple mon arrogance, je ne serai plus dérangé quand je le verrai chez une autre personne. Je peux la remarquer, mais cela ne m'affectera pas. Troisièmement, quand nous comprenons que nous avons en nous tout ce que nous voyons chez les autres, notre monde change. La clé est de comprendre qu'il n'y a rien de ce que nous voyons, rien de ce que nous percevons, que nous ne soyons pas. Nous sommes tout ce que nous voyons, tout ce que nous jugeons, tout ce que nous admirons. Et le Cheikh Al-Alaoui dit à ce propos, « La maladie est en toi et tu ne vois rien. Le remède ne peut venir que de toi et tu n'en sais rien. Tu crois que tu n'es rien de plus qu'un corps minuscule, alors qu'en toi se trouve le macrocosme avec une majuscule. » Et dans Thérapie de l'âme aussi, il dit « Lorsque nous évoquons les passions auxquelles l'âme humaine est sujette, à savoir l'ignorance, l'injustice, l'envie ou encore l'avarice, il ne s'agit pas de condamner moralement la nature humaine comme si elle était fatalement corrompue, mais de montrer en quoi ces attributs que nous ressentons nous permettent de savoir où nous en sommes de notre cheminement intérieur et de découvrir une autre face de nous-mêmes plus obscure et déplaisante. Nous prenons tristement conscience que les défauts et les faiblesses que nous condamnons avec empressement chez les autres, nous les portons aussi en nous. Il continue le Cheikh en disant « Les passions négatives de l'âme servent en réalité de révélateur pour savoir ce que chaque être a besoin de transformer en lui pour accomplir son humanité. Elles nous poussent malgré nous à mettre au jour la face cachée et sombre de notre être que nous préférions ignorer. » Il continue aussi dans un autre chapitre, et ça c'est le plus beau. « Une fois que l'être a parcouru la totalité à la fois des qualités et des défauts qu'il porte en lui, il est alors prédisposé à recevoir cette grâce divine qu'est le fana, l'extinction.
Voilà, j'espère que je vous ai convaincu que l'apport de la psychologie contemporaine dans la compréhension du fonctionnement du moi peut grandement nous aider dans notre cheminement spirituel, du moins dans la première tranche du hadith qui dit « Qui connaît soi-même connaît son Seigneur ». Merci à vous et bon travail. Merci beaucoup, c'est Abdelrani. Je pense qu'on a très bien respecté le temps, donc je nous en félicite tous, les jeunes et l'équipe technique. Nous avons un petit temps d'échange, je pense un quart d'heure, 20 minutes, et on va donner la parole librement aux jeunes et le public, vous pouvez poser vos questions dans le chat. J'ai déjà une question qui a été posée, si Rani, si on veut bien la garder, mais j'aimerais avoir la réaction des jeunes. On leur donne la parole sur cette préparation. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Je vois déjà la main de Camille et de Toba qui sont levées. Alors, Camille et ensuite Tauba. Alors, donc, merci beaucoup, Abdelrani, pour ces merveilleux propos. Donc, moi, j'avais une question, enfin, je me permets de revenir sur une question, sur un point qui a déjà été, dont tu as déjà parlé. Donc, c'est comment on peut se débarrasser de ces mauvaises projections? Est-ce que tu peux vulgariser ça? C'est-à-dire que comment on fait intervenir la paix sur quelque chose pour se débarrasser comme tu l'as appelé, le sac à poubelle du cerveau. Comment on fait intervenir la paix pour se débarrasser de quelque chose qui est, qu'on connaît, qui est déjà mauvaise et qui entraîne des réactions mauvaises. Donc, comment on fait intervenir la paix pour, pour se débarrasser de cette chose-là, qui est négative pour nous. Donc, forcément, il y a une certaine guerre entre nous. Donc, comment on se traite de ça? Comment la traiter? Oui, merci Camille. Écoute, normalement, la projection, moi, quand j'ai lu pour la première fois la projection, il y a peut-être 10 ans, j'étais dans cette réaction de déni, parce que je ne comprenais pas. Mais à force de la tester, de l'expérimenter, eh ben, j'ai compris que effectivement, elle peut nous aider énormément. Mais à condition qu'on ne se précipite pas, en fait, qu'on prenne le recul un petit peu des actions qu'on mène dans notre quotidien. Et ça nécessite quand même une élévation de conscience. En fait, ça nécessite de développer en soi un observateur on devient en fait l'observateur observé. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est un état de conscience où tu vois un petit peu tes réactions et une fois que tu es arrivé à ça, et ben à ce moment-là, tu vois que le problème, si tu t'énerves par exemple contre quelqu'un, alors c'est vrai que la projection, en fait, c'est quand la réaction est très forte. Hein. Bien sûr qu'on a toujours le droit d'indiquer l'erreur de l'autre, hein. Mais quand la réaction est très intense, là, ça devient pathologique. Et là, il faudra revenir vers soi et dire, si j'ai réagi avec autant de force, autant de colère, c'est qu'il y a un problème en moi. Parce que quand on a fait la paix avec quand on a fait un examen de notre sac à déchets, comme je l'ai dit, à ce moment-là, on voit la chose, mais elle ne nous affecte pas aussi fortement. Donc, le déroulement, c'est quoi? C'est prendre de la conscience, développer cet observateur en nous, et ensuite, quand on voit l'élément qui nous a perturbés chez l'autre, eh ben, il faut accepter que nous aussi, on porte ce caractère-là. Et une fois qu'on l'a accepté, il faut l'accompagner par
Donc, la sincérité, dans ce que je retrouve dans le cheminement du faqir, du disciple, c'est quoi? C'est ça, la sincérité, c'est-à-dire accepter que ce caractère-là que j'ai vu chez l'autre, il est en moi. Il n'a fait que révéler quelque chose qui est en moi. Et ensuite, l'amour. Accepter que moi aussi, j'ai ce caractère-là et il faut apporter de l'amour, de la compassion. Et ce n'est qu'avec l'amour qu'on peut transcender ce caractère-là et le transformer. C'est-à-dire, notre vie va changer. J'espère que j'ai réussi à éclairer un petit peu ta lanterne. Oui, Toba? Oui, moi j'aimerais revenir sur un point. Tu nous as parlé du moi et l'ensemble du webinaire, il a un petit peu tourné autour de ça. Et aussi après, tu as cité une citation du Cheikh Khalid Bentounes où tu as parlé de la conscience. Et ma question, c'est quoi le parallèle? Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose? En fait, la conscience qu'on connaît en psychologie, donc la conscience, la partie de l'esprit qui contient la mémoire et tout ça, et la conscience dans notre spiritualité soufie. Donc, quel est le lien qu'il y a entre ces deux? Parce que tu as aussi parlé d'intellect. Est-ce que l'intellect, c'est l'esprit? Enfin, voilà, D'accord. remettre au clair ça, quoi, voilà. Je comprends ta question, Toba. Alors, il faut savoir que, en fait, l'intellect, la conscience intellectuelle, elle va faire tout pour se protéger. Donc, c'est en fait le cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Le cerveau reptilien, dans la mission, dans le rôle, c'est assurer la survie à l'organisme, à l'être que nous sommes. Et donc, à chaque fois qu'il se sent en danger, il va activer justement, il va donc mettre ses caractères dans le sac à déchets. Donc, si on compte uniquement sur notre conscience intellectuelle, on ne va pas s'en sortir. Parce que la conscience intellectuelle, elle est faite pour nous protéger. Et donc, on sera, comme je l'ai dit dans l'exposé, on sera toujours dans la survie. Ce qui va nous permettre de dépasser tout ça, c'est d'avoir une conscience spirituelle, c'est-à-dire développer, comme le dit le Cheikh Al-Alawi, développer l'observateur, al-muraqaba ou al-mushahada, qui vont permettre de voir nos failles. Et là, il faut avoir la sincérité pour qu'on puisse passer l'épreuve et aller vers la transformation. Est-ce que j'étais clair ou… Juste si tu peux juste réexpliquer le parallèle entre conscience en psychologie et conscience en spiritualité. Et après, c'est parfait. Merci. Ah ben, écoute, moi, ce qui est génial, c'est que j'ai trouvé qu'il y a quand même un parallèle entre conscience psychologique, c'est-à-dire découvrir ce fonctionnement, nous permet de court-circuiter les défenses de l'intellect, du mental. Quand on connaît comment notre moi, et ça c'est ça que je trouve important, c'est que la psychologie maintenant, elle sait comment le moi fonctionne, comment il se défend, comment il est dans cet état de survie. Et donc, maintenant qu'on comprend un petit peu comment ça marche, on pourra redresser la barre, bien sûr, avec une conscience spirituelle, en développant l'observateur, on devient l'observateur observé. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, Il y a pas de main levée? je signale que je ne suis pas un psychothérapeute. Hein. Je suis qu'un médecin qui s'est intéressé donc à la psychologie et je suis tombé sur des choses très intéressantes et j'ai estimé que ça peut nous aider dans notre cheminement spirituel. Donc, je ne dis pas que je suis un psychothérapeute. Hein. Oui, merci, Rani. L'intitulé du webinaire était bien le chemin intérieur
les premiers pas. Et on a des réactions dans les chats qui félicitent la jeunesse d'autant d'attention à tous ces sujets. Vous êtes authentique et voilà, il y a des retours qui sont très admiratifs de vous, je tenais à le dire. Et j'ai des questions, avant de donner la parole à Adam, il y a des questions qui... J'ai 3-4 questions que je vais vous transmettre. Comment se dévoile à soi, comment pouvoir se dévoiler à soi-même sans tomber dans des points de non-retour, des extrêmes? C'est concernant la fitra, notre nature obscure, quand elle risque de se manifester, se dévoiler. Et je pense que ça touche la question de la prison, d'actes qui nous poussent à aller dans des extrêmes. Et il y a aussi une autre question de savoir si nous sommes aidés par notre shir dans notre voie spirituelle pour cette pacification intérieure. Et la question sur les tabous, comment influencent toutes ces influences d'éducation que nous avons, qui créent donc des tabous et qui nourrissent ce que l'on va mettre dans notre sac de déchets qu'on ne veut pas voir et qui sont liés à notre éducation. Alors, il y a plusieurs questions. J'essaierai d'y répondre, mais alors, je pense que le shir, depuis son investiture, a toujours essayé de donner une éducation aussi libre que possible aux jeunes. Et à ce sujet-là, il a fait un grand travail au niveau de notre communauté européenne. Il a ouvert des centres de colonies de vacances, il a accepté la mixité dans ces centres, il a fait des séminaires. Donc, je pense qu'il a fait beaucoup pour qu'on ne soit pas conditionné par le culturel, par des fausses croyances, en fait. Parce que notre culture, nos traditions ont véhiculé pas mal de croyances erronées. Et c'est vrai que le travail final, le shir, il peut t'aider, il peut nous aider, effectivement, mais le travail final est personnel. Parce que ce n'est pas très évident de faire le pas, de faire le pas quand on a été conditionné pendant des années à des choses qu'on croit vraies. Donc, enlever les croyances, ou changer les croyances, ce n'est pas quelque chose de très facile. Mais c'est le travail de toute une vie. Hein. Tout ce que je viens de dire là, ce n'est pas un coup de baguette magique qu'on va se transformer. C'est parce que les ombres dont on a parlé, il y en a peut-être des centaines, voire des milliers. Donc, à chaque fois, on évolue, à chaque fois, on grandit, à chaque fois, on découvre, et à chaque fois, on tente vers cette humanité qui regroupe l'unité, qui unit en elle. En fait, quand on parle d'unité, maintenant, l'unité est devenue quelque chose de très parlant pour moi. En fait, c'est l'unité de ce que nous sommes, de tous ces noms qui sont incarnés en nous. Le problème, c'est que on a fait sortir, on avait activé certains et désactivé d'autres. Et tout ce qu'on a désactivé est source de conflit avec l'autre. Et tout ce qu'on a désactivé nous empêche d'aller vers l'autre. Donc, le jour où on fait l'unité de nous-mêmes, de ce que nous sommes, à ce moment-là, on sera dans l'unité et on sera beaucoup plus apte à expérimenter le vivre ensemble en paix. Voilà. Merci beaucoup. Il y a maintenant Adam qui voudrait prendre la parole. Non, c'est Inès. Oui, Adam, il est juste à côté, oui, c'est mon frère. Alors, moi, je voulais vous demander, si j'ai bien compris, l'ombre, grossièrement, c'est un peu
toutes les émotions négatives ou les traumatismes refoulés du passé ou même du présent. Donc, moi, j'ai compris que c'était un peu une partie de notre ego et j'aimerais savoir si cette ombre, même en faisant preuve de compassion et d'empathie, est-ce qu'on doit totalement l'endormir, l'ignorer ou on doit vraiment vivre avec et parce qu'à mon sens, c'est que l'ego, c'est un peu quelque chose qui nous protège aussi, vu que même si c'est un peu négatif, ça permet aussi de se protéger de ce qui est extérieur à soi. Alors, est-ce qu'on doit vraiment totalement transcender cette ombre et l'endormir ou pas? Voilà, merci. Alors, merci Inès pour ta question. En fait, j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais encore essayer d'apporter un éclaircissement. Tant que tu n'es pas entier, c'est-à-dire tant que tu as des caractères que tu mets dans ton sac à déchets, tu es mutilé. Tu n'es pas, Inès, dans ta fitra. Donc, tu n'es pas authentique. Et donc, tant que tu n'es pas authentique, tu ne peux pas accéder au vrai soi. Le problème, c'est que quand on a commencé à mettre des choses très tôt dans notre vie dans le sac à déchets, avec le temps, on pense que nous sommes ce que la société a décidé de nous. Et il est très difficile de revenir à cette fitra. Et tu parles de l'ego qui nous protège. En fait, je l'ai dit, l'ego va nous protéger pour ne pas nous faire souffrir. Mais il faut faire la paix avec cette souffrance. Il ne faut pas l'occulter. Le problème, c'est qu'on a occulté cette souffrance. Par exemple, j'ai cité l'enfant, parce que ça, c'est un exemple qui me parle très très bien. L'enfant qui a levé la main, qui était enthousiaste, qui a levé la main pour donner sa réponse, et que tous ses copains ont commencé à rigoler de lui. Donc, il a souffert, il a souffert, il avait une souffrance, il a eu honte. Et donc, pour intégrer le groupe, pour être comme monsieur tout le monde, pour être accepté dans le groupe, il a accepté de désactiver, peut-être ça parle beaucoup mieux, de désactiver cette caractéristique qui était l'enthousiasme en lui-même pour continuer à vivre en société. Mais cette désactivation de l'enthousiasme, elle va l'handicaper dans la vie, dans sa vie de plus tard, puisqu'il sera toujours réservé, il n'osera jamais prendre les devants. Et tant qu'il n'est pas revenu sur cette blessure qu'il a eue quand il était jeune, tant qu'il n'a pas fait la paix avec cette blessure, eh ben, il va la traîner tout le temps et il ne sera jamais entier. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci, c'est Abdelrani. Il y a, avant de donner la parole à Lamia puis à Camille, j'ai une question du public concernant alors, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Le travail sur l'ombre concerne-t-il plusieurs générations? Traverse-t-il l'histoire humaine? En ce sens, nous libérant progressivement, libérons-nous aussi les générations passées, présentes et futures? Bon, c'est vrai que l'ombre, on a dit que c'est la société, les coutumes. Par exemple, il y a des choses qui sont admises dans certaines cultures et qui sont pas, qui sont admises et qui sont interdites dans d'autres. Donc, et ça, c'est un héritage culturel qu'on subit. Donc, c'est vrai que l'ombre peut être transmise de génération en génération. Maintenant, est-ce que le fait de se guérir de cette ombre, de faire la paix avec cette ombre, effectivement, certainement, on ne va pas faire la même erreur que nos parents et nos ascendants. On va couper cette transmission de cette ombre pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, effectivement, on a une responsabilité si on veut
faire en sorte que les générations futures ne soient pas sous l'emprise de cette ombre, donc de ces fausses croyances. J'espère que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas, dans le chat, on aura peut-être la personne qui va me le dire. Alors, donc, Lamia, puis Camille et Adam. Oui, alors ma question, en fait, elle reprend un peu, enfin, elle est un petit peu à la suite de celle d'Inès, de la réponse que tu as donnée à Inès. Du coup, en fait, moi, j'aimerais savoir comment être prêt, en fait, à assumer son vrai soi, à être authentique, sachant qu'en fait, les choses qu'on a cachées, par exemple, dans l'exemple que tu as donné du garçon qui a posé cette question et dont ses camarades s'est moqué de lui, même si ce sont des choses positives, comment on peut les ressortir, sachant que du coup, on pourrait être rejeté par certaines personnes, que ce soit même une personne de notre famille ou... Donc voilà, en fait, moi, c'est ça ma question. Comment être prêt à assumer, en fait, à son vrai soi? Voilà, merci. Question difficile, mais qui nécessite beaucoup de courage et qui nécessite un petit peu de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Si on veut plaire aux autres au détriment de notre vrai désir, de notre choix de vie, eh ben, on continuera à se voiler la face. Si on veut se faire découvrir et mener une vie autonome, je veux dire authentique plutôt, authentique, eh ben, il faut y aller. Il faut y aller, c'est-à-dire faire ce travail. Et ce travail-là, en fait, pourquoi j'ai parlé de la projection? Parce que certainement, on ne connaît pas nos ombres, mais la projection va nous permettre de savoir, c'est-à-dire si maintenant, quand quelqu'un nous énerve et qui nous rend dans un état peut-être diabolique, on perd le contrôle et on s'énerve, on devient colérique et peut-être capable même de casser les choses qui sont autour de nous, ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il a révélé en nous quelque chose dont on s'est empêché de dire. Et donc, l'autre devient quelqu'un qui va nous aider dans notre cheminement. Donc déjà, au lieu de rejeter la faute toujours sur l'autre, avant de rejeter la faute sur l'autre, dites-vous, est-ce que l'autre n'est pas en train de me montrer quelque chose qui est en moi et dont je ne suis pas conscient? Et donc, ça demande une maturité, ça demande une sincérité avec soi, ça demande de dépasser ses peurs, et voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, ça va, merci. 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 Alors, Camille et Adam, ensuite. Alors moi, si j'ai bien compris, le sac à déchets, il se remplit suite à il se remplit déjà inconsciemment, suite à des expériences probablement mauvaises qu'on vit. Donc, déjà, la première chose pour vider notre sac à déchets, c'est déjà d'être conscient qu'on a un sac à déchets. Donc déjà, comment en être conscient si on ne se remet jamais en question par rapport à l'autre? Parce que je sais que tu as dit que c'était par rapport à l'autre qui nous poussait à nous remettre en question et du coup à savoir qu'on a quelques mauvais comportements, etc. Donc si jamais on ne se rend pas compte à l'aide de l'autre, est-ce que la spiritualité peut intervenir à ce moment-là et nous aider à avoir conscience que voilà, qu'on n'est pas, que l'ego, que l'image qu'on se fait de nous et que l'ego nous fait voir de nous-mêmes. Miroiter. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que cette image-là est mauvaise, enfin, est fausse ou pas? Est-ce que la spiritualité donc, intervient à ce moment-là ou pas? Alors, certainement que la spiritualité va nous aider. Mais moi, ce que je trouve important, intéressant dans le hadith du prophète, c'est qu'il a mis, comme quand il a dit « celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur », c'est comme s'il a mis une condition sine qua non.
on ne peut accéder à la connaissance de Dieu sans la connaissance de soi-même. Et d'ailleurs, le Cheikh Al-Alawi, il dit aussi que dans une de ses sagesses, il dit Al-arifuna tabaqat, les connaissants, c'est des niveaux. Il y a l'arif bi nafsihi ou l'arifu bi rabbih, celui qui se connaît soi-même et celui qui connaît son Dieu. Et le Cheikh Al-Alawi dit celui qui connaît soi-même est à un degré de connaissance plus élevé que le connaisseur de Dieu. Donc là, ça nous montre, je pense clairement, qu'on ne peut faire la deuxième tranche du travail, et la deuxième tranche du travail, ça reste quand même un accompagnement avec un shir, ça c'est inéluctable, ça il n'y a pas de, il n'y a pas à discuter. Et puis ça dépend aussi d'une baraka, hein, parce que, mais je pense que quand on a fait le premier chemin, quand on a fait cette unité de soi, c'est-à-dire admettre toutes les noms, toutes les caractéristiques qui sont en nous, donc on l'accepte, on le reconnaît, là on a fait un grand chemin. Et c'est là où je pense, c'est ce que je pense, c'est que c'est là où intervient le hadith Qudusi, je pense, qui dit que si mon serviteur s'approche d'un pas, je viendrai en courant. Il y a un hadith qui ressemble à ça, en fait, qui dit que si vous faites l'effort de s'approcher vers moi, eh bien moi, je ferai un double effort de venir vers vous. Et donc, le premier travail, c'est consiste déjà à faire cette unité, parce qu'on est dans la séparation, notre moi est séparé. Donc, il faut faire un travail d'unité, et quand on a fait ce travail d'unité, la deuxième tranche du hadith du prophète, Inch'Allah, se réalisera. C'est-à-dire, connais-toi toi-même, et après tu connaîtras ton Seigneur. Je te remercie, Sirani. Tu as parlé de l'accompagnement nécessaire, que ce soit un shir ou un thérapeute, pour aller observer ces parties d'ombre en nous, y mettre de la lumière, y mettre de l'amour, y mettre de la compassion vers ce bel agir. Il y avait une question dans le chat à ce sujet, de savoir si on peut faire ce chemin seul. Tu as répondu en partie. Et la deuxième chose, c'est peut-on faire automédiation avec soi-même? Alors, est-ce qu'on peut faire ce chemin, est-ce qu'on peut faire ce chemin seul? Thierry Jensen dit que c'est un chemin très très difficile et qu'il a failli passer à l'acte de suicide au moins 2 ou 3 fois. Pourquoi? Parce que l'ego refuse de céder. C'est très très difficile. C'est ce qu'ils appellent certains mystiques la traversée du désert ou la traversée des nuits sombres de l'âme, les nuits sombres de l'âme. Quand on veut faire ce travail, c'est un travail qui peut être très difficile et qui peut mener les gens au suicide s'ils ne sont pas bien accompagnés. Donc, moi, je pense que pour faire ce travail sur soi, il faut être bien accompagné. Et le shir, donc s'il a écrit la thérapie de l'âme, c'est que il nous a mis une piste, hein, c'est-à-dire que voilà comment le cheminant quel est le chemin qu'il doit emprunter, et certainement il peut se référer au shir dans le cas où il est confronté à des problèmes. Surtout, c'est ce chemin qui n'est pas donné à tout le monde, hein, de le suivre comme ça en autodidacte sans être accompagné. Hein. Il faut se méfier. Merci. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de la personne concernée dans le chat. Et il y avait une main levée, je ne la vois plus. C'est Sarah. Tu peux ouvrir ton micro? Sarah, on ne t'entend pas. Ton micro est éteint. Salam. J'avais une question. En fait, ça m'est venu, Abdelrahmi, quand tu as dit connais-toi toi-même pour connaître ton Seigneur. Est-ce que finalement, c'est pas aussi. Est-ce que ça rejoint pas
la ilaha illallah dans le fait de retirer tout ce qui n'est pas Dieu? Enfin, je sais pas, c'était une question dans ce connais-toi toi-même. Tu disais, il y a une étape de rejoindre ces qualités divines et je me demandais est-ce que aussi c'est pas de retirer, de voir à chaque fois, de pouvoir voir ce qui n'est pas Dieu quand on pense dans les pensées qui peuvent porter, enfin du coup être conditionnantes ou bien qui ont des conditionnements ou des où il y a du pilote automatique et tout. Alors, Sarah, sincèrement, je n'ai pas bien compris ta question, mais je ne vois pas le parallélisme entre la ilaha illallah. Alors, peut-être que, parce que en fait, quand on cache, Camille, il a posé la question, il a parlé de ce sac à déchets, quand on met une de nos caractéristiques dans nos sacs à déchets, en fait, c'est pourquoi? C'est pour que l'ego soit aimé, soit accepté par les gens qui sont à côté de lui, ou là, avec lesquels il vit. Et donc, c'est l'ego qui va faire tout pour nous mutiler afin qu'il soit aimé, accepté par la société dans laquelle il vit. Et donc peut-être que pour revenir à cette unité, il faut pas suivre l'ego. Il faut revenir à cette la ilaha illallah, c'est-à-dire nier, rejeter tout intérêt autre que Dieu. Parce que on se rend compte, d'après ce que dit la psychologie, c'est que dans la vie, on n'essaie que de apaiser, rassurer cet ego-là en mettant toutes nos qualités et parfois même nos défauts dans l'ombre. Alors qu'il faut se connaître, il faut se connaître. Il faut admettre que toutes ces qualités et ces défauts sont en nous. Parce que, encore une fois, si on ne les admet pas, eh ben, on ne peut pas faire la paix avec l'autre. Parce que, en fait, quand Dieu a créé Adam, Adam c'était le prototype adamique. Et nous ne sommes que des exemples de ce prototype adamique. Imaginons par exemple que Adam, dans ces noms divins que Dieu a mis dedans, on peut les imaginer comme par exemple, je dis n'importe quoi, 150 touches de piano. D'accord? Les exemplaires que nous sommes, nous, les êtres humains, eh ben, chacun a actionné une touche. Parce que certaines touches, on a estimé qu'elles sont bonnes de les exprimer parce que c'était conforme à la société dans laquelle on vit, et d'autres touches, on les a désactivées parce qu'on estimait que le fait de les activer, ça va nous faire perdre notre place ou on va être rejeté ou on va être abandonné, ainsi de suite. Mais quand on voit l'autre, eh ben, on voit que l'autre, il a actionné d'autres touches. C'est pour ça que du piano. Et c'est pour ça qu'on est ontologiquement, on est tous pareils, mais sur le terrain pratique, on est différent parce que chacun a actionné les touches qui lui permettent de vivre dans la société dans laquelle il vit. Il a actionné en fait les touches qui peut-être qui dépendaient de la tradition dans laquelle il a vécu, et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais bon, je reconnais que ce n'est pas évident de comprendre tout ça, hein, surtout pour vous très jeunes. Je vous dis que moi-même, le
le jour où j'ai appris cette projection, j'étais dans le déni, malgré que je suis médecin, que j'ai quand même une longue expérience, mais ça n'a pas été facile pour moi. Mais ça viendra, ça viendra, ça viendra. Merci Sérani pour cette authenticité. Et ça me fait penser à une discussion qu'on a eue sur cette souffrance de la séparation. On se croit séparés et cet ego qui prend la place de cette unité. Je ne sais pas si ça peut rejoindre la question de Sarah sur il n'y a de réel, d'unité que le réel. Et on est toujours avec cette peur de la séparation, cette illusion. Quand on retrouve cette unité de la lumière et de l'ombre en nous, on est plus entier, plus fort. Tout à fait. Et on avait parlé de ça et de la culpabilité aussi que ça peut générer quand on s'accepte pas. J'ai aussi la phrase christique qui dit on voit plus facilement la paille dans l'œil de son prochain que la poutre dans son œil. On le retrouve dans beaucoup de traditions. Tout à fait. Et voilà, je voulais aussi ajouter qu'on est à 1h30 là de notre rencontre. C'était très généreux. Je pense qu'on pourrait encore poursuivre. Il y a une main levée qui est Clément. Donc, je vous propose qu'on donne la question à Clément, puis qu'on puisse avoir le mot de la fin, si vous voulez bien. Oui, merci Rani. Est-ce que ce qui fait peur à l'ego, c'est pas justement de s'apercevoir que plus il se connaît, plus il s'aperçoit qu'il n'existe pas? C'est-à-dire que si l'ego, c'est les pensées, on voit que les pensées, elles changent tout le temps, il n'y a aucune stabilité. Les émotions, elles changent tout le temps, le corps, il change tout le temps. Finalement, si mon ego, c'est tout ça, je ne peux m'identifier à rien, puisque tout est en perpétuel changement. Donc, est-ce que connaître son ego, c'est pas connaître qu'on n'est pas, en fait, tout simplement? Merci Clément pour cette question. En fait, l'ego, son plus grand, il a peur de l'instant, de l'ici et maintenant. Parce que ici et maintenant, l'ego n'a pas de raison, n'a pas d'existence. En fait, nous sommes à la merci de l'ego parce que l'ego est toujours en train de se projeter, soit dans le futur, soit de vivre avec le passé, en train de ruminer toutes les souffrances. Donc, et c'est pour ça que la méditation, la khalwa, nous permet un petit peu de calmer le mental et de vivre l'instant présent. Et quand on est de l'instant présent, eh ben, le mental se calme et on est beaucoup plus moins sous l'emprise de l'ego. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Clément. Merci, Rani. Voilà. Donc, il y a des questions, Rani, mais je pense qu'on peut clôturer pour ce jour. Et c'est aussi une première étape. Hein. Le pôle santé a beaucoup de projets en continuité à proposer sur des thématiques, notamment inspirées de Thierry Janssen et d'autres de thématiques sur la connaissance de soi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, si tu veux donner un mot pour la fin. Eh bien, merci pour les jeunes d'être présents avec nous et d'avoir accepté de jouer le jeu. Et merci à tous les participants. J'espère qu'ils n'ont pas perdu de leur temps. J'espère qu'ils ont quand même appris quelque chose. Et puis, le pôle santé est prêt pour continuer ce genre de webinaire pour apporter un regard de la psychologie sur la connaissance du moi, toujours dans l'objectif d'aider les cheminants, les disciples dans leur cheminement. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt à tous. Et Sirani, si je peux compléter, il y a dans la nouvelle organisation de Aïssa ONG internationale des collaborations, notamment avec le pôle de culture. Ah oui, tout à fait, très bien. Qui sont avec nous d'ailleurs dans les participants.
et pour l'éducation à la paix, les écoles de la paix, de travailler avec vous, les jeunes, toujours sur ces sujets, suivant des tranches d'âge et aussi avec le regard des personnes qui travaillent dans la pédagogie de la culture de paix. Merci Salima. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci à l'atelier des jeunes. Au revoir. Merci à vous toutes. Merci.